À la une ce soir, en immersion au cœur de la centrale électrique de la Pointe des Carrières à Fort-de-France. Les deux sites d'EDF ouvraient leurs portes au public aujourd'hui à l'occasion des Journées de l'industrie électrique. Des centaines de personnes étaient au rendez-vous. La formation linguistique à la conquête du Grand Nord. Carrie Blang vient de s'implanter au Lorrain et propose notamment des séjours à l'étranger. Patrice Brival, le président de la structure, est notre invité ce soir. Qui décrochera le titre de meilleur cuisinier pour seniors? Dans le cadre de la Semaine Bleue, des auxiliaires de vie se sont affrontés autour du thème lors d'un concours au Robert. Et en sport, nous reviendrons sur la deuxième journée du championnat de pré-national de handball et la défaite surprise de l'USC Citron qui affrontait l'espoir de Floréal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment était produite l'électricité au bout de nos prises. Dans le cadre de la 7e édition des Journées de l'industrie électrique, les deux centrales EDF chez nous ouvraient leurs portes au public et des centaines de curieux étaient au rendez-vous. Ils ont pu découvrir le fonctionnement de la centrale avec comme guide les agents EDF eux-mêmes. Anaïs Gall a mis son casque de chantier pour les suivre. Regardez. À chaque équipement, son utilité bien spécifique. On transite par les deux tambours filtrants. Il y en a un par moteur. Et puis au niveau des pompes, on va aspirer l'eau. Pendant une heure, ces visiteurs découvrent la centrale EDF de Fort-de-France qui fournit à elle seule la moitié de la Martinique en électricité. Le circuit démarre à l'extérieur puis il se poursuit au cœur de l'usine. Ici, des machines colossales et très bruyantes. Le bouchon, c'est bon ? Comme ce moteur, suffisamment puissant pour faire avancer un paquebot. Rosemary et Arsène redécouvrent ce site qu'ils avaient déjà visité des années plus tôt. Depuis, les technologies ont beaucoup évolué. Pour eux, il est important de savoir d'où proviennent nos ressources. Il y a beaucoup de travail, hein. Il y a tout un cheminement à faire, il y a beaucoup de paramètres où nous ignorons. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait tant de transformations, qu'il y avait tant de mesures de sécurité que nous étions sur un site hautement sécurisé. Notre pas ici qui veut. Donc 4 turbos, vous allez voir 4 éléments qui tournent, équipés les gaz d'échappement du moteur, qui vont faire tourner le compresseur. Pour l'entreprise EDF Martinique, l'enjeu est avant tout de sensibiliser le grand public au processus de fabrication de l'électricité. Des techniques qui seront progressivement amenées à changer dans les années à venir afin de s'adapter à la transition énergétique. Nous fonctionnons de façon à pouvoir intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable sur le réseau électrique en Martinique. Donc à l'heure actuelle, nous avons 2 centrales qui fonctionnent à base de fuel effectivement, mais nous allons de plus en plus vers le développement massif des énergies renouvelables, le solaire en particulier et l'éolien. L'une des dernières étapes de la visite, cet entrepôt où 2 techniciens font part de leur dernière création, le Hotball, un appareil destiné à faciliter le démontage de la centrifugeuse. Donc on a décidé de sortir de l'âge de pierre pour arriver au temps moderne. Donc sortir de la force physique, passer à la force mécanique. Aujourd'hui, Thierry et Franck ont déposé un brevet pour leur invention, une vitrine pour l'entreprise dont ils sont assez fiers. Faire parler de la Martinique, de la centrale d'EDF, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la matière grise chez nous. C'est vrai que nous sommes mécaniciens, mais nous réfléchissons à nos conditions de travail, nous réfléchissons à protéger notre santé. Nous faisons des choses pour améliorer notre quotidien. Ce soir, les portes des 2 centrales se referment sur près de 500 visiteurs. Eux sauront désormais qu'avant d'illuminer nos lampes, l'électricité a beaucoup de chemin à parcourir. Le passage du cyclone Maria chez nous il y a 15 jours a laissé des traces et notamment sur certaines fiches de paie. Et des salariés affiliés à la CDMT tempestent aujourd'hui car ils n'auraient pas perçu une partie de leur salaire. En effet, les jours de confinement ordonnés par la préfecture ne leur auraient pas été payés. Ils se sont réunis ce matin à la maison des syndicats à Fort-de-France pour faire le point. Je vous propose de les écouter. Ils répondent à Anaïs Gall. Le lundi, c'était fermé et le mardi, il m'a appelé parce qu'il pleuvait toujours le mardi. Hein. Il m'a appelé pour aller travailler. On n'était que 2 au Théâtre Saint-Ville. Et ce n'était pas évident au Théâtre Saint-Ville de travailler à 2. Et du coup, vous n'avez pas été payé pour le lundi ou vous n'avez pas pu travailler? Non, pas du tout. Pas le lundi. On part du principe que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de salaire. Ça, c'est le patronat qui interprète comme ça. Maintenant, les entreprises, je me dis, sont assurées. Donc on devrait forcément faire jouer les assurances. Par contre, il n'y a pas d'accord là-dessus.
Et je crois qu'il y a un texte quand même qui dit que ça se négocie. Mais il n'y a aucune négociation, étant donné que le patronat se sent très fort et les salariés ne sont pas pour le plus souvent organisés. Donc, comme on dit chez nous, c'est la PAC là-bas ou quoi jambé. Nous souhaitons aussi bien avec les autorités, l'État, la direction du travail, mettre en place un dispositif pour que ce problème soit réglé définitivement. Parce que ce n'est pas du fait des salariés s'ils sont absents, ce n'est pas du fait du salarié si les entreprises sont fermées. Au chapitre éducation à présent, comment apprendre de nouvelles langues ou tout simplement renforcer ses acquis lorsque l'on vit dans le Nord Caraïbe? Eh bien, une formation linguistique qui propose notamment des séjours à l'étranger s'est implantée depuis peu au Lorrain. Caraïbe Langue, c'est son nom, accueillait aujourd'hui le public pour une journée porte ouverte. L'occasion d'y découvrir les différentes formations. Voyez ces propos recueillis par Sandrine Claude. C'est plus proche du collège, du lycée. Je peux venir par exemple, si je peux, après l'école, il n'y a pas de problème de déplacement. Puis au lieu d'aller jusqu'à Fort-de-France. Je suis contente parce que ça amène quelque chose sur le Nord. Parce que vraiment on est perdu, hein? On est loin de tout. Ça permet de décentraliser un petit peu les cours. Je suis maman d'une jeune de 16 ans. Et en fait, c'est les séjours linguistiques qui m'ont attirée au départ quand j'ai vu la publicité, l'initiative en fait sur Facebook. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres propositions en fait, au niveau de Caraïbe Langue, notamment au niveau du coaching pour les apprentissages scolaires, et je pense que ça peut être très très intéressant. Sur le centre de Fort-de-France, je recevais beaucoup de jeunes du Nord qui m'expliquaient qu'ils n'avaient pas accès en fait à ce qu'on propose, c'est-à-dire les cours de langue, la proposition, l'information sur les séjours linguistiques, sur les stages à l'étranger qu'on propose, et également pour tout ce qui est insertion, donc pour partir travailler à l'étranger. Le Nord, pour nous, c'était très important parce qu'on dit toujours que le Nord n'est pas assez développé, que voilà, il faut aussi que nous, les entreprises, etc., on ose et qu'on y aille dans le Nord. Et Patrice Brival, le directeur de la structure, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, votre centre de formation linguistique existe déjà à Fort-de-France oui. depuis une quinzaine d'années. Vous misez aujourd'hui sur la nouvelle antenne au Lorrain pour répondre à quelle problématique exactement? Ce n'est pas forcément pour répondre à une problématique. Hein. Nous disons que tout le marché martiniquais est bon à prendre. Nous travaillons aujourd'hui avec des étudiants, comme avec des scolaires, des demandeurs d'emploi, un petit peu toutes ces populations que nous retrouvons au Lorrain. Donc je suis tenté de dire pourquoi pas le Nord. Mais pourquoi plus le Nord que le Sud, par exemple? Ben, le Sud, nous avons déjà, bon, certes, la concurrence y est peut-être plus rude en termes de formation linguistique. Si personne n'ose aller au Nord, pourquoi nous, on n'irait pas? Et puis aussi, bon, je ne vais pas vous cacher que nous avons aussi un accueil plutôt chaleureux dans le Nord, qu'on n'a pas forcément retrouvé dans le Sud. Ce n'est pas pour faire des histoires, mais nous sommes très heureux de nous implanter dans le Nord et d'apporter quelque chose de nouveau. Et bon, on espère que ce sera une dynamique qui sera suivie, ma foi. Justement, quel rapport avons-nous à la pratique des langues en Martinique, globalement? Ben, je pense que le rapport, il est, je dirais, insuffisant. Il est insuffisant. Nous sommes dans une démarche aux langues qui pourrait être assimilée à une démarche qu'on peut avoir à la biologie. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui, il s'attaque aux langues comme il s'attaque à toute autre matière. Or, on parle bien de langues vivantes, on parle bien de choses qui sont dynamiques et qui peuvent les aider dans tous les secteurs d'activité à travailler demain, à s'ouvrir au monde. Nous avons un rapport qui est bien trop faible aujourd'hui, et on le retrouve en classe de terminale où nous avons des jeunes qui ont des niveaux, je dirais, qui sont très insuffisants. Justement, quel genre de formation est-ce que vous proposez? Alors, au-delà des formations classiques, nous sommes un centre de formation particulier car nous proposons essentiellement des immersions à l'étranger. Donc ces jeunes et ces moins jeunes qui souhaitent se perfectionner en langue étrangère peuvent le faire à l'étranger. À qui est-ce que ça s'adresse aussi? Voilà, il y a les plus jeunes, les adultes, c'est ça? À monsieur tout le monde. Dès l'âge de 6 ans, nous avons des jeunes qui peuvent partir en séjour linguistique dès 6 ans. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui peuvent partir, par exemple, pour le tourisme, pour des raisons de progrès, pouvoir communiquer lors de leur voyage à l'âge de 70 ans, avec des thématiques bien précises. Les demandeurs d'emploi, ils trouvent leur compte, car non seulement ils ont une immersion linguistique dans le pays, mais aussi ils peuvent avoir une immersion professionnelle dans une entreprise à l'étranger. Donc c'est un plus considérable. Mais justement, les immersions à l'étranger, c'est pas nouveau et ça coûte cher. Souvent aussi, c'est un frein au départ. Comment est-ce que vous financez tout ça? Mais écoutez, ça coûte cher si on Google.
Ça coûte cher si on regarde des entreprises qui sont déjà bien implantées au point de vue international. Mais ça peut revenir beaucoup moins cher. Je prends un exemple, et puis ça se prépare. Quelqu'un qui souhaite préparer un départ, il le prépare 1 an, 2 ans à l'avance, comme il préparait une croisière. Il y a des immersions professionnelles qui sont faites au coût aujourd'hui d'un portable. Un smartphone peut coûter le même tarif qu'une immersion professionnelle à l'étranger pour un jeune. Il suffit de connaître les programmes, d'avoir les bons leviers, d'avoir les bons interlocuteurs. Car si on Google, certes, si on Google séjour linguistique, c'est sûr qu'on sera dans une tarification qui sera autre. Mais donc en fait, les personnes en formation sont amenées à travailler à l'étranger. Certains, oui. Évidemment pas les enfants. Non, évidemment non. C'est pour ça que je posais la question. Généralement, c'est cher, même si on prévoit le voyage. Comment on fait pour réduire le coût aujourd'hui? Cher, tout dépend de ce que vous appelez cher. Car aujourd'hui, on peut dire que la croisière n'est pas populaire, est populaire. Une croisière est populaire et ça demeure cher. Partir en croisière, ça revient à 1 600 € pour un couple. C'est à peu près ce budget-là pour un enfant du couple. Donc c'est pour vous dire que c'est aussi accessible, car autant nous avons des croisiéristes, autant nous pouvons avoir des jeunes qui partiront en séjour linguistique. Justement, est-ce que les habitants du Nord partent moins? Ce n'est pas une étude que nous avons déjà effectuée, mais en tout cas, les habitants du Nord voyagent beaucoup. Donc c'est peut-être un signe qui peut être positif. Et quel genre de certificat ou de diplôme est-ce que vous délivrez Alors en général, nous ne parlons pas en termes de diplôme, nous parlons en termes de certificats de niveau. Nous attestons des niveaux qui leur permettront non seulement d'intégrer des entreprises qui recherchent des personnes parlant l'anglais ou l'espagnol. Donc ces entreprises-là connaissent ces tests-là. Donc nous les aidons à passer ces tests-là et nous les faisons passer également. Quel genre de test? Le test, genre le délai, ou bien le délai pour l'espagnol, ou le TOEIC pour l'anglais, ou le TOEFL, pour ceux qui souhaitent éventuellement étudier aux États-Unis, car c'est tendance, de plus en plus tendance. Donc nous les préparons et nous les aidons à passer ces examens-là sur place. Et ça se fait en combien de temps généralement, une formation? Généralement, tout dépend du niveau de départ. Mais en général, il faut compter entre 3 mois, à peu près 3 mois minimum, entre 3 et 1 an. Et les inscriptions sont toujours possibles? La rentrée a démarré déjà? Tout le temps. La rentrée a démarré. Bon, avec les événements que vous connaissez, il y a eu quelques balbutiements. Mais elle a quand même démarré. Bon, nous travaillons toute l'année, donc nous commençons des sessions toute l'année. Donc il n'y a pas forcément de date. C'est un renouvellement automatique d'élèves et de niveau. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce soir. Prenons à présent la direction de la Guyane. À Cayenne, les élèves du lycée polyvalent Félix Eboué ont bloqué l'accès à leur établissement. Problème d'emploi du temps, de restauration et un règlement intérieur trop strict selon eux. Soutenus par certains parents, ils ont amorcé le dialogue avec l'administration scolaire. Pierre Tréfaux. Ce matin, les élèves du lycée polyvalent Félix Eboué opèrent un blocage pour dénoncer les problèmes qu'ils rencontrent dans le lycée et aux alentours. Nous ne pouvons pas avoir de portable sans qu'on nous braque, nous ne pouvons pas avoir de tennis de marque sans qu'on nous les enlève, ni de bijoux sans que l'on nous les arrache. Au niveau de l'administration du lycée, elle n'est vraiment pas bonne. Depuis le début de l'année, nous avons dû changer 2 ou 3 fois les emplois du temps. Au niveau de la restauration, nous avions une restauration l'an passé. Cette année, nous n'avons pas de restauration. Au niveau des fontaines, dans le lycée, nous n'avons plus de fontaines et là, on en a vraiment ras-le-bol. Parents et professeurs ont soutenu les lycéens et se sont ralliés au blocage. Depuis la rentrée, mon fils a eu pas mal de problèmes d'emploi du temps. Il avait, pendant 2 semaines, il n'avait pas un emploi du temps fixe. Il a été renvoyé plusieurs fois à la maison. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment pris conscience des soucis qu'il y avait vraiment dans l'établissement. Ce que les élèves demandent, c'est qu'ils soient convoqués au CA, qu'il y ait des CVL, c'est-à-dire les conseils de vie lycéenne qui soient tenus, qu'ils soient entendus dans leurs demandes, qu'on les écoute et qu'ils soient pris en compte. Et c'est la même chose pour les enseignants et les personnes d'encadrement, ATOS et autres, qui n'ont pas le droit au chapitre. À 9h30, une délégation d'élèves, parents d'élèves, professeurs et la CTG ont rencontré le proviseur et son équipe. Ce qu'on sait, c'est qu'ils parlent de faire des choses dans le futur. Et il y aura certains élèves qui ne seront pas présents. Et nous, on veut des choses maintenant. Suite à la réunion, les élèves veulent maintenir le débrayage jusqu'à obtenir des solutions concrètes.
Restez avec nous à suivre dans quelques instants. Votre JT délocalisé sera consacré ce soir à la commune de Trinité. Coup de projecteur d'abord sur une fabrication de café artisanal. 5 ans après son lancement et après des débuts difficiles, vous découvrirez une brûlerie qui mise sur un retour aux saveurs d'antan. Et puis nous irons faire un tour à la ferme pédagogique Bassignac. Ancienne productrice de bovins, Dominique a décidé de reconvertir son exploitation. Vous le verrez. Mais avant, il est l'heure de passer à table et nous vous faisons découvrir ce soir un concours culinaire pas comme les autres. Son thème, réaliser des plats adaptés aux seniors. Ainsi, des auxiliaires de vie, cuisiniers d'un jour, se sont affrontés au cours de plusieurs épreuves sous la houlette de spécialistes. Un concours qui se déroulait dans le cadre de la Semaine Bleue. Le reportage au Robert de Sandrine Claude. Seulement 30 petites secondes pour choisir ses ingrédients. L'enjeu est crucial car ces deux équipes s'affrontent en finale. Dans l'équipe de Chantal, on mise plutôt sur les valeurs sûres. Je vais essayer de faire une soupe et une crème, un dessert à 3 crèmes en fait. Gratin de patates douces, vivano en papillote ou encore salade de mimosa aux sardines, les auxiliaires de vie font preuve de créativité. On a beaucoup transpiré. Voilà, mais sinon ça a été. Et à quelques minutes de la fin de l'épreuve, la tension monte, car c'est au final le jury qui doit trancher. L'originalité, la couleur, la cuisson, tu peux aussi voir s'il n'y a pas trop de gaspillage dans ce qu'il y a dans l'assiette. Les premiers concernés ne sont eux pas en reste à l'image de Marie. J'ai vu beaucoup de choses que je n'avais pas encore vues. Des aînés qui découvrent de nouvelles façons de cuisiner, car souvent leurs habitudes derrière les fourneaux ne sont pas forcément les bonnes. Les légumes pays sont de bons aliments à condition qu'on sache les cuire. Chez nous, on a l'habitude de faire une cuisson qui est longue. Or, plus on fait cuire un produit locaux, plus on fait cuire les légumes pays, plus on augmente le pouvoir sucrant. Le problème des personnes âgées, c'est aussi le sucre, parce que les personnes âgées, en général, chez nous, sont aussi diabétiques. Et pour l'organisation, au-delà de la dimension conviviale, la manifestation vise avant tout à sensibiliser chacun. Il ne faut pas se leurrer, on va manger ce qui nous plaît au goût, ce qui nous plaît aux yeux. Donc c'est préparer quelque chose qui plaît, mais préparer quelque chose qui est bon pour la santé aussi, bon pour la santé de nos personnes âgées. À long terme, il s'agit pour cette association de concrétiser son projet de préparation de repas à domicile. Cette journée aura permis à ses salariés de mieux appréhender les spécificités propres aux aînés pour les appliquer une fois derrière les fourneaux. Il est temps à présent d'ouvrir notre page sport. Et on débute par du handball avec la deuxième journée du championnat de pré-national. Chez les hommes, hier soir au gymnase de Corridon, nous avons assisté au derby. Il faut y aller USC Citron contre l'Espoir de Floréal. Une rencontre équilibrée qui a tourné à l'avantage de l'Espoir de Floréal. Résultat 25-23, une défaite surprise de l'USC Citron, candidat au titre. Le récit du match avec Caril Chassol et José Le Chertier. Voilà, quelques petits soucis de son sur ce sujet, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. On passe au reste de l'actualité sportive. On va parler de l'ouverture des championnats de basket et de volley-ball. Toujours, il sera également question de VTT avec le Roc d'Azur et d'aquathlon également. Mais on débute avec du football et la troisième journée du championnat de Régional 1. On voit cela avec José Le Chertier et Caril Chassol. En football, le match fort de cette troisième journée opposait cet après-midi à Saint-Joseph le Golden Lion à l'Aiglon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fallait pas être en retard. Dès la 20e seconde, le jeune Lamazine ouvre la marque pour le Golden Lion. Et si l'Aiglon est tout près de l'égalisation sur cette action de Borval, à la deuxième minute, les actions les plus franches sont à l'actif, des Joséphins par Parsemin notamment. Mais à la pause, le score est d'1-0. La seconde période est clairement à l'avantage des Lamantinois. Dès la 54e minute, ils égalisent. Cette balle en profondeur est mal gérée par la défense joséphine. Kevin Trisfield lobe Grambert. À la 60e minute, encore une balle en profondeur est remise vers Brunel qui marque.
et mène 2-1. À 15 minutes de la fin, les Lamantinois corsent l'addition par Kevin Tresfield. Le score est de 3-1. Et si Parsemin rate un pénalty, dans les arrêts de jeu, il réduit la marque. Victoire de l'Aiglon 3-2. Nous reviendrons demain sur les autres résultats et classements. En basket masculin, ouverture du championnat de National 3, l'USAC a logiquement disposé de l'US Ducossaise 69-49. Les autres rencontres débutent à 20h. Chez les filles, tous les matchs étaient prévus à 18h. Nous y reviendrons demain. En volleyball, hier soir, ouverture du championnat, une rencontre a eu lieu opposant le Good Luck au Pôle. Les Foyalais ont gagné sur le score de 3-7-0, 25-22, 25-15, 25-17. En ce moment, d'autres rencontres ont lieu. Chez les femmes, depuis 19h, l'Espoir de Saint-Clus reçoit l'Éclair. À 19h30, le Rayon sera face au Good Luck, l'Éveil jouera face au Smash Club de Ducos et le RCA face à la Mairie Sportive. Chez les hommes, 2 rencontres ce soir à 21h, Espoir Aiglon, RCA Éclair. Demain à 9h, un match féminin, jeunesse sportive franciscaine, Star Ball. À la Barbade, la sélection martiniquaise de triathlon a débuté ce matin par de l'aquathlon. Petite mise en jambe avant l'épreuve phare de demain. Nathanaël Adnelouvé est second dans la catégorie des 14 ans. Inès Fastel occupe la 2e place du podium. Lina Inès, la seule à représenter la Martinique dans la catégorie des 12 ans, termine à la 4e place. En VTT, la délégation martiniquaise du Madinina Bikers a pris part au Rock d'Azur à Fréjus. C'est le plus grand rassemblement de VTT. Cet après-midi, Emmanuel Oukou a terminé 20e sur 269 participants. Il figure parmi les meilleurs de la catégorie minime. Suite et fin de cette aventure demain. On passe maintenant à votre JT délocalisé, tour d'horizon ce soir de la Trinité. Hubert Bornil, accompagné de Loïc Régis, nous emmène découvrir une toute jeune production de café et une ferme pédagogique. Regardez. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au marché, nous sommes à Trinité, aux portes du nord de la Martinique. Alors la Trinité qui est une belle ville que l'on connaît bien, très fréquentée. Et puis c'est surtout cet accès dans le nord de Martinique. Allez, je vous présente Josiane. Josiane, bonjour. On voit que tu as un très bel étal. Tu proposes de belles choses. Hein. De belles choses, des bons punchs, oui. Des épices. Alors dis-moi, la Trinité, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Eh bien, il y a le marché, tout d'abord. Déjà? Oui, il y a de belles plages, il y a aussi les restaurants et les hôtels. Les hôtels. Surtout un endroit magnifique, c'est Tartane. On peut visiter le château du Buc. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à faire. On peut venir faire un rallye, par exemple, ici. Oui, oui. Ah ben justement, de rallye, on va parler dans ce numéro, puisque nous vous présenterons le rallye de la Cap Esther. Ça sera l'occasion pour le public de partir en voiture. Les gens vont visiter différents coins. On va en parler tout à l'heure avec Annick Charlec. C'est parti pour ce numéro. On se retrouve dans quelques instants et nous allons notamment à Bassignac découvrir une dame qui fait de l'agriculture, justement. Tu vas voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est pratiquement impossible de passer à Trinité sans aller faire un petit tour par Tartane, ce village de pêcheurs réputé pour son authenticité. C'est là qu'il nie bon poisson, c'est là qu'il nie les vrais tartanais, boucs solides. Et puis on peut aussi visiter le château du Buc. Il y a des hôtels qui vous accueillent. L'occasion pour nous, puisqu'on parle d'authenticité, d'aller à Bassignac. Nous allons découvrir la ferme de Bassignac, une activité qui existe depuis 30 ans, tenue par une femme. Aujourd'hui, elle relance son affaire et s'assure la transmission à travers ce reportage. On va voir un peu de quoi cela parle avec Loïc Régis. Un site de 3000 m² dans la verdure du quartier Bassignac, voici la ferme de Dominique. Toute sa vie, comme elle aime le dire, productrice de bovins au départ, elle a reconverti son espace en un lieu de transmission. Dominique accueille des scolaires depuis plus de 15 ans. Je veux que les enfants ne viennent pas pour regarder, pour voir. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils soient les fermiers du jour. On va trouver un petit peu de tous les animaux de la ferme,
Donc ça va aller du cochon au poney, aux ânes, aux moutons, aux lapins et tous les animaux de la ferme, mais en petite quantité. Voici l'hôtel des volailles. Les abris sont fabriqués à partir de matériaux de récupération, faits d'une main de maître par la maîtresse de maison. L'exploitante n'a pas oublié sa fonction de productrice pour autant. Les chapons sont l'un de ses produits phares. Le chapon représente une viande que les gens apprécient beaucoup parce qu'elle développe une viande, une graisse. Il y a une graisse qui se fait à l'intérieur du muscle. Et le coq, donc le chapon, c'est une viande persillée. Donc la viande reste extrêmement tendre. Il y a une trentaine d'années, Dominique a commencé ici comme employée. Aujourd'hui, à la tête de la structure, elle est ici dans son élément. Amoureuse de la terre, l'agricultrice a amorcé un nouveau virage dans la gestion du sol de ses productions. Il faut travailler en interne avec ce que la terre, justement, nous remet. Ici, les animaux fournissent du fumier. Le fumier est utilisé pour planter, tout simplement. L'idéal est toujours de travailler avec les plantes. Certaines plantes attirent ceux qui aident les cultures et d'autres plantes les repoussent. Les caprices du temps n'ont pas épargné son havre de paix. Son exploitation de 10 hectares est endommagée. Un jardin qui malheureusement n'a pas survécu à Maria. Parce que je suis producteur de maracuja, de bananes jaunes et de piments. Mais malheureusement, l'accès ne me permet pas d'y aller et le jardin a souffert. Insuffisant pour déstabiliser Dominique dans ses projets, elle souhaite obtenir la certification bio et continuera d'accueillir les enfants à la ferme de Bassignac. On s'y marchait sur le boulevard de Tartane, non loin des vestiges de l'ancienne distillerie Hardy, appelée d'ailleurs à être rénovée et qui sert de cadre à la bouillerie de Tartane, une unité de transformation de café démarrée en 2012. Alors les débuts ont été difficiles pour M. Constantin, mais aujourd'hui, l'affaire semble repartir. C'est dans les ruines de l'ancienne distillerie Hardy à Tartane que Maxime a implanté sa petite industrie. Une brûlerie à café artisanale. La transformation des graines commence par la torréfaction. Les grains sont grillés à plus de 200 degrés. Pour obtenir le produit qu'il désire, Maxime a été chercher son torréfacteur à Lille. J'ai un torréfacteur de 20 kg, qui a plus de 82 ans. Et là, la torréfaction dure en moyenne entre 25 à 30 minutes à 230 degrés. Et ça, c'est un torréfacteur de 20 kg. On fait une matière très artisanale. Ça se fait, c'est une torréfaction très longue parce que maintenant les torréfactions ça dure entre 6 à 12 minutes. Nous c'est une torréfaction qui est encore très artisanale qui dure entre 25 à 30 minutes. L'entreprise a été fondée en 2012 par 3 associés. Si le démarrage est difficile, au fil du temps, la structure tartanaise s'est fait connaître. Il faut savoir qu'il y a une histoire avec le café et le cacao en Martinique. On a voulu retrouver cette coutume du café d'autrefois, retrouver cette saveur du café d'autrefois. Ça a été dur les 3 premières années. Ça a été, même c'était limite de la rupture. Et depuis, honnêtement, on essaye de structurer les choses pour faire évoluer l'entreprise, qui est en bonne voie. Près de 98% du café transformé ici provient de plantations de la Caraïbe ou d'Amérique du Sud. Maxime souhaite augmenter la production à partir des graines locales, mais il n'est pas toujours facile de trouver la matière première. C'est dur, mais on commence à y venir petit à petit. On commence chaque année, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup du 100% martiniquais, mais j'ai de plus en plus de particuliers qui m'en ramènent. Et d'ailleurs, j'envoie une annonce pour ceux qui ont des caféiers chez eux et qui veulent revendre leur café, on leur rachète. On rachète la matière première verte. Il s'occupe des grains, mais aussi de l'ensachage. Là encore, la méthode est artisanale. Après avoir moulu mon grain, là je suis à l'ensacheuse. Alors là, c'est une ensacheuse qui est manuelle, qui a plus de 30 ans. On fait tout à la main. En gros, nous, c'est pas des rouleaux qui compressent, c'est vraiment tout à la main. C'est pour ça que nos paquets sont souples, nous. Il est possible de déguster son café sur place ou d'effectuer gratuitement une petite visite des locaux. Une passion pour le café que Maxime Constantin aime partager. Côté prix, comptez environ 2,50 € pour le paquet de 250 grammes. Le magnifique site de la Crique à Trinité, un endroit où l'on trouve du bon poisson. C'est ici que notre invité nous attend, Annick Charlec, responsable de l'Office de tourisme. On va parler notamment de cet élément qui se déroulera sur le territoire. Alors, territoire du Nord, on a parlé d'un rallye découverte, c'est ça, hein? Exactement, donc le rallye découverte de la Capesterre. Alors justement, la Capesterre, on n'est pas habitué à cette expression. On connaît bien la Capesterre ici.
Alors, la Cabestère, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, effectivement, le nom dédié pour l'Est de la Martinique, c'était un regroupement de plusieurs communes qui s'appelait la Cabestère. Donc on a des écrits qui l'attestent, de livres d'anciens, et puis notre histoire aussi nous dit. Donc alors, il y a effectivement à des moments Cab, Cap, Tête, voilà. Donc on va dire Capestère cette voilà, fois. Capes Alors, ou le Cabes. rallye découverte de la Capestère, donc moi j'ai présenté la chose en disant qu'on était aux portes du nord de la Martinique, et c'est exact. Est-ce qu'on va partir d'ici, aller découvrir des sites, on imagine, des choses comme ça? C'est exactement ça, Hubert. Alors, nous partons en général pour découvrir des gens, des sites, une histoire, une faune, une flore, mais vraiment des choses intéressantes qui nous permettent de découvrir et d'aimer davantage notre pays. Il faudrait ça qui aux Martiniquais, aux visiteurs. Exactement. C'est vraiment l'animation, l'action de promotion et de valorisation et dont la cible est le Martiniquais. Parce que nous pensons réellement que pour partager la Martinique, pour la faire aimer, il faut d'abord que les Martiniquais la connaissent, apprennent à l'aimer et la connaissent davantage, tout simplement. Donc on leur a dédié certains créneaux d'animation, notamment celle-là, et ça marche toujours très bien. Ça sera le 29 octobre. Ça sera le 29 octobre. Ce qui veut dire qu'on a encore un peu de temps pour les inscriptions. Pour s'inscrire. Donc c'est un rallye en voiture. En voiture. Donc on va jusqu'à 4 personnes. Il faut constituer une équipe. On peut venir en amis, entre copains, copines, collègues, en famille. Et puis avec des cartes, tout ce qu'il y a. J'imagine qu'il y aura des énigmes sur le terrain, il y aura des choses à aller chercher. On ira certainement à Dubuc. Plonger peut-être, on ne sait pas. On va même plonger. Hein. Donc il faudra prévoir les maillots de bain. On peut marcher, on peut plonger. La Martinique, c'est une île. Hein. Oui. Donc il y a la mer, donc des énigmes, un questionnaire, parce qu'il faut la connaître, cette Martinique. Et Google ne sera pas que notre ami. Il faudra se départir, sortir de Google. Est-ce que les gens sont intéressés par ce type d'opération? Oui. Ah oui, on a à peine commencé la communication que les places sont déjà chères parce que c'est un moment en fait convivial de découvrir la Martinique. Et donc on passe pratiquement une journée ensemble, on prend le petit déjeuner au départ et puis on a la feuille de route et on part en voiture. Alors, à l'aventure. Un exemple de site qu'on aura à découvrir si on quitte la Trinité. Alors, déjà la Trinité. Alors le principe Hubert Bornil, c'est que je ne saurais vous dire parce qu'il s'agit de découvrir à travers des énigmes. Donc je peux vous dire qu'au dernier rallye, on a découvert des choses magnifiques, des entreprises, des jardins créoles à Sainte-Marie, on a découvert des sites au Lorrain, on en a découvert au Robert. C'est vraiment divers et l'idée, c'est qu'on va découvrir ce qui est sûr des communes du Nord, mais je ne saurais vous dire exactement parce que si les gens qui viennent s'inscrire, l'intérêt c'est de faire rayonner le Nord. Et puis voilà, ça, hein. Exactement. Et puis l'aimer. Parce que c'est pas que ça, c'est passer un bon moment et l'idée c'est de donner l'envie aussi de retourner. On ne connaissait pas ça au Lorrain, on ne connaissait pas ça. Mais Trinité, finalement, on ne la connaît pas si bien que ça. Il faut qu'on revienne en famille pour profiter plus longuement de ce site-là. C'est ça le projet. Cette question est un peu piège. Trinité, je me suis toujours posé cette question. Trinité, ça veut dire quoi? La Trinité, alors deux hypothèses. Alors le premier curé de la paroisse, apparemment, vouait une dévotion extraordinaire à la Sainte Trinité. Donc ça pourrait expliquer que la paroisse ait pris ce nom-là. Il y a une autre hypothèse qui est valable aussi. On dit qu'à l'origine, la Trinité était composée, la commune, la paroisse était composée de 3 quartiers. La Citerne, la Crique et la Roupaille. Donc on pourrait dire que la réunion de ces 3 quartiers, donc il n'y a pas de choses... Voilà, j'ai déjà découvert une énigme. Voilà, voilà, c'est très bien. Merci en tout cas Annick Charlec pour toutes ces précisions. On imagine que le public peut déjà s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone. Tout à fait, 05 96 58 69 98 ou un portable 06 96 80 82 89. Voilà, le 29 octobre, bon rallye par avance. On espère que vous serez nombreux. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro. On se retrouve samedi prochain pour d'autres aventures. Très belle soirée.
Voilà, et avant de se quitter, on revient sur le sport et cette rencontre en handball pour la deuxième journée du championnat de pré-national qui opposait donc l'USC Citron à l'Espoir de Floréal. Le récit du match avec Caril Chassol et José Lechertier. Prétendant au titre, l'USC Citron en noir entend marquer son territoire à l'occasion de ce derby foyalais. Et si l'Espoir de Floréal ouvre la marque par Dylan Marcillon, son adversaire lui répond du tac au tac. Après 12 minutes de jeu, le score est de 5 partout. À 13 minutes de la pause, les Floréalais prennent 2 longueurs d'avance. Avant de voir Citron revenir à un but à la pause. À la reprise, si les hommes de Cariel égalisent rapidement, on a ensuite droit à des maladresses de part et d'autre. Il faut pratiquement attendre la 15e minute pour voir l'USC Citron prendre 2 buts d'avance. Mais à 10 minutes de la fin, les hommes de Saban reviennent. Le suspense est entier et la victoire choisit son camp à 5 minutes de la fin. Les partenaires de Marcillon prennent l'avantage. Et en dépit d'une infériorité numérique, l'Espoir de Floréal s'impose sur le score de 25 à 23. Je crois qu'on a eu du mal. 23 buts pour Citron, c'est très peu. On a fait une grosse préparation physique. On était en forme sur le début. Là, on est en train de payer un peu la préparation, donc c'est un peu normal. Maintenant, dans le mental, on a très mal abordé le match. Je crois que ça va nous servir pour la suite, parce qu'il faut savoir que toutes les équipes vont venir vraiment pour nous battre. Et ça va nous permettre aussi de savoir qu'on n'est pas la grosse cylindrée que tout le monde dit. Hein. On a du travail, on doit pouvoir jouer tous ensemble. Il y a une rotation qui doit se faire au niveau de tous les mutés, donc on joue le jeu. Maintenant, l'objectif, c'est d'être dans les 4. On a un groupe de jeunes qui ont envie de jouer ensemble, et je pense qu'on a des joueurs d'expérience quand même cette année. On a peut-être 2 joueurs qui n'ont pas encore joué la poule des As, qui n'ont pas encore joué au pré-national. Et je pense que nos joueurs commencent à prendre un peu d'expérience. Et puis on s'est appuyé ce soir énormément sur un capitaine d'équipe, Johan Marlin, qui a fait un gros match aussi. Toujours hier soir, la Gauloise, le TS franciscain et l'ASC du COS se sont imposés. En attendant le choc Étoile de Gondou réveil sportif prévu la semaine prochaine, le TS franciscain est leader devant l'Espoir de Floréal, l'USC Citron et la Gauloise. En bas de tableau, on retrouve l'Éveil de Carabin, l'ASC Dillon-Doubout et Sainte-Anne-Cap 110. Chez les femmes, toujours hier soir, l'USC Citron et le RC Lorrain se sont imposés. Suite des rencontres, en ce moment même, nous y reviendrons demain. Voilà, c'est la fin de votre édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec nos confrères de BFM. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.